Pour cette vidéo, je suis avec Maëlys Clausel. On retrouve Maëlys Clausel. Oui, tout à fait, Liselotte. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, le paysage rural français est en pleine mutation, et comme vous le savez, là où l'on trouvait autrefois des bistrots de village, des marchés de producteurs ou de simples cafés, s'installent désormais des enseignes de fast-food américains. McDonald's, donc le géant américain de l'hamburger, a annoncé l'ouverture d'une 50aine de nouveaux établissements en 2025 avec une cible claire, les campagnes françaises. Le groupe entend ainsi devenir le nouveau bistrot du coin, à ce que l'on en comprend, en misant sur la rapidité, le prix accessible et la promesse d'un lieu de vie pour tous, une ambition qui interroge à la croisée de plusieurs enjeux, alimentation, culture, urbanisme et mondialisation. Et pour décrypter cette évolution, nous recevons Gilles Lartigot, militant de la consommation responsable, prometteur d'une alimentation saine, locale et consciente. Il défend depuis plusieurs années sa position du système agro-industriel, auteur de hits chroniques d'un fauve dans la jungle alimentaire. Donc bonjour à vous, Gilles Lartigot. Gilles Lartigot, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, bonjour. Merveilleux, Super. Merci. On est très heureux de vous entendre. Alors, on a commencé à discuter avec Maëlys. On parlait donc de tout ce qui nous vient en tête quand on parle de malbouffe, puisque c'est le thème de cet échange. Alors, il y a l'aspect forcément très, très physique concernant la santé. Il y a l'aspect économique que représente le marché de la malbouffe en France, en quoi c'est bon ou au contraire inquiétant. Et puis aussi la dimension très philosophique quand on consomme ce type de nourriture. Quel est le problème si on prend un peu de hauteur, mais je vais laisser les premières questions à Maëlys Clausel. Oui, donc Gilles Lartigot, vous n'êtes pas sans savoir que McDonald's, au vu des dernières nouvelles, souhaite ouvrir une 50aine de restaurants dans nos campagnes. Donc McDo semble devenir le nouveau bistrot du coin, si on s'en fie aux nouvelles. Que dit cette phrase sur l'état concrètement de la culture française, qui est quand même assez connue, enfin même majoritairement connue pour sa gastronomie? Oui, il faut savoir que l'histoire de McDo, bon, je vais pas vous faire l'histoire de McDo ce matin, mais bon, ça a commencé début des années 70. Hein. C'est un industriel français, un homme d'affaires, Raymond Dayan, qui en 1972, donc au retour des États-Unis, va acheter la licence, en fait, la franchise avec l'exclusivité pour la France. Il commence à installer un premier restaurant à Créteil, ensuite un deuxième sur les Champs-Élysées en 73. Malheureusement, McDo n'est pas content de sa gestion, de la mise en place un petit peu aléatoire, puisqu'ils avaient des règles assez strictes, même à l'époque. Donc Raymond Dayan a perdu son procès et McDo va ouvrir officiellement son premier McDonald's, donc c'est à Strasbourg en 1979. Ils ont voulu cacher un petit peu cette affaire-là de Raymond Dayan. Et il faut savoir que la France, peut-être que vous ne le savez pas, mais la France a été la porte d'entrée à la mondialisation de McDonald's, parce que ça a été un des premiers pays à intégrer comme ça des fast-foods. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en tête des pays européens. Je crois qu'on est le quatrième pays au monde à avoir le plus de McDonald's. Je crois qu'il y en a un peu plus de 1500. Là, il y a une volonté aujourd'hui d'ouvrir 50 en plus. Bon, c'est pas ce qui va changer la donne. Hein. Le réel problème, c'est de savoir comment en fait McDonald's a pu s'imposer au pays de la gastronomie. Parce que bon, on est sur un marché quand même capitaliste, hein, c'est le capital qui gère tout. Si on ne va pas, je dirais au McDonald's, ça ne marche pas. Mais ça a été quand même une immense surprise, même pour McDonald's eux-mêmes, hein, comme ça d'avoir réussi à conquérir le pays de la gastronomie, c'est-à-dire la France. Oui, effectivement, et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si McDonald's connaît un franc succès, c'est certainement parce qu'il y a des raisons. Est-ce que vous pensez que les Français, tout bonnement, ont perdu cette culture du bien manger qui autrefois était un petit peu le porte-étendard de la France ? Oui, c'est une question de société, c'est l'évolution de la société. Moi, ma spécialisation, c'est bien sûr la nutrition, l'alimentation, le lien avec nos maladies modernes, mais c'est aussi la sociologie. Et il faut savoir que dans les années 60, donc il y a eu je dirais, ce bouleversement, notamment en 1968, où il y a eu cette libération entre guillemets du travail. Les femmes aujourd'hui sont obligées de travailler, tout comme les hommes, hein, pour payer leur vie. Il faut savoir qu'on a déserté la cuisine. Et en fait, ça a été une demande, non pas que des Français, mais je dirais de tout le monde, d'avoir des repas rapides, puisqu'on n'avait plus le temps de cuisiner. Notre temps était pris par les transports, je dirais, le temps de travail également. Donc, nous étions en demande de ce type d'alimentation, bien que il y ait eu énormément de freins, même aux États-Unis, hein, dans les années 70. Il faut pas croire que le hamburger, je dirais, s'est imposé comme ça très facilement aux États-Unis. Hein. Donc ça a été long, ça a été sur quelques décennies, mais
quand même néanmoins très rapide à partir des années 70 et 80, où là, il y a eu une démocratisation des fast-foods. Mais il y a eu énormément de résistance. D'ailleurs, regardez les archives de l'INA, lorsque vous tapez McDo dans les années 70, enfin, les gens ne voulaient pas. On commençait à manger avec les doigts. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une abomination. Et en fait, voilà, 10 ans plus tard, c'était quand même devenu... c'était rentré dans les mœurs, en fait. Oui, il y a cette culture de l'immédiateté, au-delà du temps que ça prend de cuisiner, et du fait que voilà, on a des vies aujourd'hui qui sont très remplies. Même quand on a du temps, même les Français le week-end, typiquement, ils pourraient passer leur samedi à prendre 1 heure ou 2 à faire mijoter un plat. En réalité, aujourd'hui, on veut tout de suite, et c'est aussi pour ça qu'on va pas prendre le temps de faire fondre ces carottes au fond de la cocotte. Oui, mais on parle pour... le on est un on général. Je pense pas que ce soit les auditeurs de ligne droite. Nous sommes quand même des résistants. Nous avons conscience, je dirais, de cet effondrement, que ce soit culturel, gastronomique, etc. Je pense que nombre d'entre les personnes qui nous écoutent ce matin vont faire leurs courses eux-mêmes, peut-être au supermarché, mais en tout cas vont acheter des aliments, je dirais, non transformés. C'est la base, en fait. Acheter des aliments non transformés, manger de saison et se remettre à la cuisine. Voilà, la cuisine de grand-mère ou même la cuisine contemporaine. En tout cas, cuisiner ses propres repas. Et là, on a vu l'apparition, en plus des McDo, c'est tous les restaurants, en fait, qui servent le midi. Mon père a mené la gamelle, je dirais, à son travail, il était ouvrier. Donc ça s'est perdu. Aujourd'hui, on sort, on va acheter soit un McDo, soit un kebab, soit... je dirais, on va manger sur le pouce, ou alors on va au restaurant. Et le restaurant, avant, c'était exceptionnel, c'était le dimanche, moi, dans mon enfance, des repas donc en famille. Aujourd'hui, le restaurant s'est démocratisé. Donc, il faut pas forcément jeter la pierre uniquement sur McDonald's. Il y a eu plein d'enseignes, en fait, de fast-food. Ça a été une demande, en fait, des consommateurs. Effectivement, puis il est vrai que quand on regarde par exemple les étudiants, moi j'écoute beaucoup les étudiants qui se plaignent du coût cher de l'alimentation, etc. et qui donc se rendent à McDo parce que soi-disant c'est moins cher, alors que lorsqu'on compare le prix d'un menu Big Mac aujourd'hui, il a augmenté de 50% par rapport à il y a 10 ans, donc un chiffre quand même assez considérable. Est-ce que selon vous ce n'est pas juste une question de paresse de ces étudiants qui sont un petit peu trop bourgeois, ou trop bourgeois en tout cas pour ceux qu'ils sont réellement, puisque bon pour aller chez McDo plutôt que de vouloir se faire un bon petit plat maison. Mais ça coûtera moins cher de se faire cuire du riz. Tout à fait. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas simplement la culture de la paresse qui est de mise ? Je ne sais pas si c'est la culture de la paresse. En tout cas, c'est un effondrement, certes, qui est aujourd'hui visible, parce que nous sommes en mauvaise santé. Il faut savoir, j'ai sorti un manifeste qui fait le bilan des 10 ans de l'évolution de l'agroalimentaire, parce que mon premier livre Hit est sorti pile poil il y a 10 ans. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a un peu plus d'une personne sur 2 en France qui est en surpoids ou en obésité. En fait, on arrive quasiment à rattraper les Américains sur ce point-là. Là, on voit avec le nouveau gouvernement Trump et notamment Robert Kennedy Jr., ils sont conscients également de cette dérive de l'alimentation. Il n'y a pas que les fast-foods, il y a le sucre, il y a toute une addiction. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. Moi, j'ai la culture du sport depuis très jeune. En fait, j'ai passé mon diplôme de nutritionniste, j'avais 18 ans, j'ai vécu aux États-Unis, mais j'ai compris qu'une bonne alimentation allait pouvoir nourrir mon corps. Donc, je m'alimente avec des aliments sains. Certes, je fais des écarts. Il y a toujours cette gourmandise qui reprend un peu le dessus. Mais qui est bonne aussi pour le mental. On a besoin de temps en temps de cette gourmandise et ça fait du bien à l'esprit de manger aussi. Bien entendu, comme on dit au Québec, on mange aussi nos émotions. Bien sûr, il faut comme ça avoir des dérivatifs, mais il faut être conscient que nous nous alimentons pour nous nourrir. On ne s'alimente pas juste pour combler un besoin gustatif ou par gourmandise. Le problème, il est vraiment là. Et je connais moi aujourd'hui des étudiants qui ont peu d'argent, mais qui font l'effort avec juste un petit réchaud de se cuisiner des repas et puis d'aller de temps en temps au McDonald's. Gilles Lartigot, vous connaissez certainement, comme moi, cette histoire du body positif, donc bon, corps positif, hein, pour traduire littéralement pour les auditeurs, qui consiste à dire que les personnes en obésité sont des personnes, entre guillemets, normales, qu'il n'y a vraiment aucun problème, alors qu'il faut expliquer quand même que l'obésité, c'est une maladie. Ce n'est pas normal d'être obèse. Évidemment, on a tous des morphologies différentes, mais l'obésité en soi n'est pas normal. Est-ce que selon vous, l'industrie alimentaire, donc notamment McDonald's et compagnie, ne surfe pas sur l'effet du body positive
pour vendre et un petit peu sans aucun mépris, sans aucune considération. Moi, je suis assez critique par rapport, en général, à ce courant du body positive. Moi, j'ai la culture du no pain, no gain. Désolé pour l'anglicisme, mais voilà, pas d'effort sans résultat. Voilà, donc pas d'effort sans résultat. Ça concernait voilà un précepte d'Arnold Schwarzenegger que j'ai connu à l'époque en Californie. Donc voilà, moi, non pas ce culte du corps, mais en fait, aujourd'hui, nous sommes en fait quasiment les 2 tiers de la population fait les travail dans le tertiaire. Nous sommes assis toute la journée. Nous manquons d'exercice physique. Donc l'obésité vient également, et le surpoids vient d'un manque d'activité physique. Ça vient pas uniquement de l'alimentation. Il y a très peu d'obésité, entre guillemets, héréditaire. Il y en a vraiment, c'est un infime pourcentage. Donc le surpoids et l'obésité, c'est un dérèglement parce qu'on mange trop et on mange trop de mauvaises choses. Après, est-ce que McDonald's surfe là-dessus? J'ai pas vu, moi, de publicité en mettant vraiment en avant ces personnes-là. Donc c'est un courant, le body positive, qui est arrivé avec les réseaux sociaux. Moi, je suis assez critique, comme je vous dis, sur ce courant. Je pense qu'il faut être conscient que le surpoids n'est pas, je dirais, il y a aucun animal dans la nature qui est en surpoids. En fait, c'est vraiment dû à cette addiction moderne qui est l'addiction de l'alimentation. On mange plus par gourmandise que par nécessité. Alors, justement, Gilles Lartigot, est-ce que vous êtes nutritionniste, peut-être rappeler aux auditeurs quels sont les effets d'une mauvaise alimentation au-delà de l'obésité? Parce que certaines personnes sont en mauvaise santé, elles se nourrissent mal parce qu'elles mangent trop sucré ou trop gras, sans pour autant prendre de poids nécessairement. Pourtant, elles sont quand même atteintes et donc presque sans le voir. Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le sucre. Là, en 10 ans, ces 10 dernières années, en fait, le diabète a quasiment doublé. Plus précisément, ces 20 dernières années. Donc, le diabète est très lié donc à la surconsommation de sucre. Le sucre, aujourd'hui, on en trouve dans tous les plats, je dirais, transformés, bien entendu dans les sucreries, mais aussi il y a tout ce sucre caché. Il y a aussi des index glycémiques qui sont très hauts, ce sont les glucides qui sont transformés avec les farines raffinées, etc. Donc, il y aurait le premier des problèmes, c'est le sucre et la surconsommation d'aliments transformés. 80% de notre bol alimentaire, là, je parle le on en général, hein, pas les auditeurs de ligne droite. Donc, c'est quasiment 80% d'aliments transformés. Donc, ça, c'est un véritable problème. Dans le premier livre Eat, j'ai travaillé avec le professeur Pierre-Marie Martin, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait découvert donc les méfaits des perturbateurs endocriniens. Beaucoup de personnes aujourd'hui en parlent. J'étais un des premiers il y a 10 ans à remettre, je dirais, cette problématique au goût du jour. On a reçu Corinne Lalo d'ailleurs à ce propos, qui s'est aussi spécialisée sur le sujet. Oui, Corinne Lalo a écrit un excellent ouvrage il y a quelques années qui reprend en fait voilà toutes ces problématiques en les mettant au goût du jour. Donc voilà, les perturbateurs endocriniens sont vraiment facteurs de maladies. Là, sur les 10 dernières années, on voit qu'il y a quasiment 40% des cancers qui sont liés à l'alimentation. Donc c'est pas juste une question d'apparence physique. Il n'y a pas que le surpoids. Il y a aussi ces polluants chimiques. Moi, également, j'ai lancé l'alerte concernant tous les additifs alimentaires, que ce soit les additifs chimiques, que ce soit les colorants, les conservateurs, les exhausteurs de goût, le glutamate monosodique. En fait, tout ce qui a une étiquette, pas très bon pour notre santé. Donc, il faudrait enlever tout ce qui avait les étiquettes, donc revenir, aliments non transformés, de saison et faire la cuisine. Et puis, voilà, essayer de diminuer autant que faire se peut cette part d'alimentation transformée et je dirais, on retrouvera une bonne santé. Alors, chers auditeurs, restez bien avec nous. Tout à l'heure, on retrouvera notre partenaire du jour, Jean Messia. Ce sera 9h07. Donc, restez en ligne. Et puis, on continue pour le moment avec Gilles Lartigot et Maëlys Clausel. Gilles Lartigot, je pense que comme moi, vous avez bien vous remarquez quand vous observez autour de vous qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se soumettent entre guillemets à la sédentarité. C'est vrai que je vois beaucoup de jeunes qui font de moins en moins de sport, qui n'ont pas le goût du sport, qui n'ont pas le goût du moindre effort finalement, qui se ruent très facilement sur des bêtises entre guillemets pour rester poli et de la malbouffe. Est-ce que selon vous, ces jeunes sont un petit peu déconnectés de l'impact colossal que la consommation de ce genre de produits a sur leur santé? Oui, c'est un fait. C'est vrai qu'on fait de moins en moins d'activités physiques. Alors peut-être il y a toujours, je dirais, les cours de sport, je suppose, à l'école. Qui sont de très moins faibles. en moins, malheureusement. Ah oui, de moins en moins. Et le niveau n'est pas au excellent. fait. Oui. Je n'étais pas très bonne sportive, moi, et pourtant j'avais toujours entre 18 et 20, alors c'est pas bon signe. Donc c'est vrai qu'il faut non pas faire du sport, mais ne serait-ce que marcher. Et là aussi, c'est l'évolution de la société moderne. Donc il y a eu bien sûr avant
beaucoup plus de personnes prenaient les vélos. Là, aujourd'hui, donc, c'est des trottinettes, ça va être de la voiture, bien entendu, les transports en commun. Il y a réellement un manque d'activité physique. Alors, est-ce que c'est inhérent à la jeunesse? Moi, je fréquente essentiellement des jeunes gens sportifs. Je vais souvent en club de gym, donc je peux pas me rendre compte, en fait, de cette, entre guillemets, fainéantise. Mais je trouve qu'il y a, dans tous les cas, un manque d'activité physique en général. Il est bon de marcher, il n'y a pas besoin de faire du sport. Je dirais, on marche, c'est 10 000 pas. Bon, il faut marcher au moins une heure et demie par jour. Alors, si on est urbain, bah, c'est d'éviter de prendre les transports en commun. Mais c'est vrai que notre société moderne nous a facilité les choses et on est devenu de plus en plus, je dirais, euh, restreint par rapport à nos déplacements et nos efforts physiques. J'aimerais parler de la question économique, Gilles Lartigot, puisque c'est quand même un sujet qui revient en permanence. Est-ce que ce développement donc, des McDonald's, donc plus généralement de l'offre alimentaire, de la malbouffe, c'est quelque chose qui enrichit notre système économique? Est-ce que donc c'est quelque chose qui est encouragé par nos politiques? Voilà, dans quelle mesure la politique encourage tout ce mouvement? Je ne sais pas comment la politique est connectée avec justement le développement des fast-food et des McDo. En tout cas, j'ai vu au dernier salon de l'agriculture, McDonald's a quasiment un petit village dans le salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture. C'est super. Au salon de l'agriculture, peut-être que vous l'avez vu, ouais. Et il faut savoir qu'en fait, c'est un gros pourvoyeur, c'est un très très grand, je dirais, client de l'industrie agroalimentaire. Il faut savoir qu'en France, l'industrie agroalimentaire, c'est la plus puissante d'Europe. Donc c'est un secteur qui est énorme, c'est 200 milliards d'euros, c'est le premier secteur industriel français. Et les McDo, aujourd'hui, se font fort, notamment le McDo France, d'acheter français. Donc voilà, il faut pas forcément leur jeter la pierre, parler à des agriculteurs, notamment ceux qui travaillent avec McDonald's, que ce soit les fournisseurs de blé, de patates, il y a de la viande également française. Donc il y a quand même, je me fais un peu l'avocat du diable, je défends pas McDo, mais je trouve qu'il y a une politique très intelligente de McDonald's France, notamment de faire travailler les agriculteurs français. Et ça, c'est un point au niveau économique, je pense que en tout cas, ils sont bien vus dans la profession, en tout cas pour ceux qui travaillent pour eux. Oui. Ils règlent très bien, ils payent très bien, voilà, c'est un très bon client. En fait, il y aurait un travail de fond à faire pour demander aux autres producteurs alimentaires de se fournir à nouveau chez nos agriculteurs français. En fait, c'est ça le fond du problème. Bien sûr, bien entendu. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas, est-ce que c'est une volonté aussi politique d'appuyer comme ça avec des aides? Je vois que les politiques, notamment la PAC, c'est la politique européenne. La France, comme c'est le plus gros pourvoyeur, je dirais, agricole européen, c'est lui qui reçoit le plus de subventions. Il faut savoir que ces subventions donc, vont essentiellement aux plus riches exploitations. Il y a aujourd'hui 26% des agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Hein, c'est pas ceux qui travaillent pour McDo. Hein. Donc en fait, l'Europe est en train de payer et de rémunérer les gens qui nous empoisonnent. Donc avec ces grandes monocultures, et en train donc de tuer les paysans qui travaillent avec de petites, je dirais, exploitations, comme mon ami Pierre-Guillaume Mercadal dans le sud-ouest avec son élevage de cochons, qui reçoit très peu de subventions de la PAC. Malheureusement, nous sommes pris dans l'Europe. Tout le monde est au courant. Nous n'avons pas les mains sur ces décisions-là. Et effectivement, alors, à l'Europe, il y a beaucoup de décisions qui sont prises concernant notre alimentation. Récemment, le sujet qui a beaucoup fait parler, c'est cette fameuse farine qui pourra être produite à partir de poudre de grillon. Oui, alors, bon, je vais apporter la nuance et de la modération. Je me Il faut doute. savoir que, voilà. En fait, pourquoi, en fait, on veut intégrer cette farine-là? Parce que les farines d'insectes, d'ailleurs, j'en ai là, je la donne à mes poules, hein. Vous savez, c'est les insectes. À donc vos poules. Voilà, à mes poules. Mais bon, je les garde à la réserve, on ne sait jamais. S'il n'y a plus rien à manger, j'en mangerai, hein. Parce Si qu'en la fait, il y a Russie plein attaque. d'acides aminés. Voilà, si la Russie attaque, si je vois passer dans le sud-est des chars. Ça devrait être dans le kit de survie d'Emmanuel Macron. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans le mien. Mais donc, trêve de plaisanterie. En fait, ces verres de farine sont là pour enrichir, en fait, parce que c'est énormément riche en protéines, en acides aminés. Par contre, il y a un gros problème au niveau de l'exosquelette. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau des allergies, de toutes ces fibres non digestes. Mais c'est aussi une volonté pour certains, je dirais, personnes à l'Europe de financer cette activité pour récolter après des subventions. C'est une activité aujourd'hui qui est subventionnée. C'est un micro-phénomène. Je pense pas que ça ira très loin. Dans tous les cas, on peut surveiller, on peut voir sur les étiquettes, puisque ça sera de toute façon mentionné. Une fois qu'on lit les étiquettes,
on n'est pas pris au dépourvu. Voilà, on va pas mettre la farine d'insectes à l'issue de notre plein gré. Il faut avoir ce réflexe de lire les étiquettes. Alors ça revient petit à petit, il y a même des applications qui peuvent vous aider, chers auditeurs, à savoir ce que contiennent les produits que vous achetez. On a quand même encore aussi cette culture, c'est vrai, d'acheter des aliments sans vraiment s'interroger sur ce qui se trouve à l'intérieur. C'est laborieux de regarder l'étiquette, et d'ailleurs, les producteurs jouent un peu là-dessus en mettant des noms scientifiques qu'on comprend pas et on se dit bon, de toute façon, moi je suis pas chimiste, je vais rien comprendre à ce qui est écrit au dos de mon étiquette, donc je ferme les yeux, j'avance et puis on verra bien. Ah oui, un des exemples, c'est le glutamate monosodique. Il y a à peu près une quinzaine de noms derrière qui se cachent derrière le glutamate monosodique, GSM, GMS, arôme artificiel, arôme naturel. Enfin voilà, en fait c'est un piège que nous tendent les industriels parce qu'ils jouent aussi avec la réglementation. Hein. Je dirais, ils vont pas mettre des produits lorsqu'ils n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché. Mais en tout cas, les étiquettes, bon, moi qui est un petit peu, je dirais, perdu au niveau de la vue, je suis obligé de me trimballer avec des lunettes pour lire les étiquettes, bien que j'achète peu de produits. Oui, il faut quasiment une loupe. Je me mets à la place des personnes âgées. Des fois, c'est quasiment illisible. Mais dans tous les cas, voilà, lorsque ça dépasse les 5 ingrédients, il faut se méfier. Gilles Artigaud, qu'est-ce que vous pensez de l'application Yuka ? Je ne l'utilise pas, mais je pense que c'est une bonne application parce que ça peut aider certaines personnes à les guider au niveau des achats. C'est comme le Nutri-Score. Le Nutri-Score est un peu, je dirais, non pas une escroquerie, mais bon, c'est un petit peu léger. Hein, c'est un petit peu léger. Il y a des aliments qui sont classés A, qui sont pas forcément très bons également pour notre santé. Mais bon, je dirais c'est un guide. Et je dirais toutes ces initiatives sont bonnes à prendre. Même l'annonce d'Emmanuel Macron concernant ce manuel ce guide de survie, hein, moi je suis un peu dans cette dynamique-là depuis 10 ans, c'est une bonne chose parce que ça alerte en fait les Français sur notre dépendance. Nous sommes énormément dépendants des circuits de distribution. Très peu de personnes aujourd'hui ont des réserves. Moi, dans le bunker, j'ai à peu près 3 à 6 mois de réserve parce que je stocke la nourriture, mais non pas pour la stocker. En fait, moi, je stocke ce que je mange et je mange ce que je stocke. On devrait tous savoir, même vous qui habitez en ville, même avec un petit appartement, vous devriez investir dans votre nourriture. Vous l'avez dit tout à l'heure, le prix de l'alimentation a quasiment, bon, pas doublé, mais a pris au moins 50% ces dernières années, selon les produits. Voilà, si on achète des boîtes de maquereaux ou de l'huile d'olive et qu'on a quelques litres d'avance, c'est toujours bon. En fait, c'est notre meilleur investissement, c'est notre garde à manger. Donc il faut aller aussi, je dirais, acheter des aliments qui se conservent, retourner aux légumineuses. Voilà, moi je suis quand même un fervent adepte de l'alimentation végétale, bien que je ne sois pas ni végétarien ni végan, je le précise, tout comme je ne suis pas survivaliste, comme certains ont voulu me tamponner, voilà, dans cette boîte-là. Donc investissez dans votre garde à manger, et puis retrouvons des plats de nos anciens, comme les légumineuses. Le problème des légumineuses, c'est que c'est un petit peu compliqué à digérer, parce qu'à force de manger des fast-foods et de manger la nourriture transformée, notre estomac ne peut plus digérer des fibres. C'est un peu dommage. Il faut les cuisiner. Il y a un paradoxe énorme, Gilles Lartigot. On est dans une société qui est hyper hygiéniste. On l'a vu au moment du Covid, mais ça se voit partout. On n'a jamais eu autant de publicité pour les programmes minceurs, se faire livrer chez soi ses produits. On a quand même aussi beaucoup de personnes qui choisissent de passer à l'alimentation bio. On passe même au vegan. Alors, ça, certains expliquent que c'est pour des raisons de santé. Enfin, on a quand même l'hygiène qui occupe une place prépondérante maintenant dans notre vie et dans notre société. Et pourtant, justement, on a cet essor fulgurant de la malbouffe. Comment expliquer ce paradoxe ? Alors, c'est un paradoxe que j'ai soulevé dans le manifeste en faisant ce bilan des 10 dernières années. Il y a eu une consommation consciente. C'est l'effet aussi de différents documentaires. C'est l'effet également de certaines associations. L214, même si je leur reproche en fait de vouloir fermer tous les abattoirs, c'est complètement utopique, et de taper sur les omnivores. Mais en tout cas, ils ont fait des actions visant à préserver un petit peu le bien-être animal. Là, cette année, apparemment, on va interdire l'élevage des poules en cage. Je pense que les poules en cage avec les œufs, c'est une horreur. Même si on en consomme, on peut pas cautionner ce genre de choses, vous voyez. Donc la France est quand même un petit peu aux avant-postes, grâce justement à des combats militants, à des combats associatifs. La problématique, c'est que le pouvoir veut nous cliver, veut nous séparer, veut qu'on se tape les uns sur les autres. Donc les omnivores vont taper sur les végans et inversement. Donc tout ça, c'est des batailles de clochers. Je dirais, il faut qu'on se rassemble tous au niveau de notre, je dirais, culture culinaire. Nous avons un grand pays, nous habitons un grand pays, que ce soit de par son histoire, de par sa culture gastronomique. Et il faut qu'on retrouve le sens du vrai, et le sens de se nourrir et de plus se nourrir par gourmandise.
Donc il faut qu'on prenne conscience qu'on a aujourd'hui quand même la chance en France, moi qui ai vécu 10 ans au Québec, on n'a pas de la même diversité d'alimentation au Québec. Hein. En France, en plus, dans le sud de la France, là où j'habite, c'est un peu le pays de cocagne. Donc il faut j'irai sortir un peu des supermarchés, aller de temps en temps sur les marchés, aller aussi sur les circuits courts. Les circuits courts ont explosé ces 10 dernières années. Vous voyez, donc il y a tout cet effet en fait de consommation entre guillemets, j'appelle consciente, donc qui s'est développé et ça c'est une très bonne chose et merci de le souligner. Je ne sais pas si Maëlys a encore une question et sinon, Gilles Lartigot, j'aimerais bien finir en vous demandant de nous donner une recette simple et rapide puisque c'est l'argument dont on a beaucoup parlé ce matin. Hein. C'est compliqué de cuisiner, ça prend plus de temps, donc vous avez peut-être une réponse, une alternative à nous donner. Bon, avant cela, Maëlys, rapidement, si vous avez une autre question en 10 secondes. Oui, moi, ma question, ça serait selon vous... Comment les Français peuvent vraiment retrouver le goût du bon? Peut-être avec des recettes, justement. Voilà, peut-être avec des recettes, exactement. C'est en suivant mon travail, voilà, tout simplement, parce que j'essaye je me fais un petit peu de publicité quand même. Non, j'essaye de donner envie, en fait, d'être positif, donner envie. Vous me demandez une recette. Bon, je l'ai pas préparée, mais je vais vous en donner une sur le coude. Votre préférée. Je vous ai parlé pas ma préférée, mais c'est la plus pratique et celle que vous pouvez, en fait, vous nourrir. Même s'il n'y a pas d'électricité, s'il y a une coupure de courant, et si vous êtes bloqué chez vous, voilà, vous avez une réserve alimentaire, achetez des légumineuses, que ce soit des lentilles ou que ce soit des pois chiches. Voilà. Achetez également des conserves de légumes lactofermentés, c'est fantastique. Vous pouvez les manger quasiment tous les jours, c'est plein de probiotiques. Donc les pois chiches, par exemple, pour les manger, c'est très simple, et pour les digérer, vous ouvrez la boîte de conserve, vous les faites tremper dans l'eau et vous les mastiquez un petit peu, vous les pressez comme ça délicatement avec votre main. Vous verrez, il y a une pellicule blanche en fait qui s'enlève. Vous levez cette pellicule blanche. En fait, c'est ça qui n'est pas digeste. Voilà. D'accord. Et les légumineuses, vous les mangez avec des légumes lactofermentés ou ne serait-ce qu'avec des brocolis ou alors uniquement de la salade. Il ne faut pas mélanger des légumineuses avec des céréales parce que... En 10 secondes, Gilles Lartigot. Voilà. Donc en 10 secondes, je dirais pois chiches avec légumes lactofermentés, vous n'avez pas besoin de cuisson et puis vous vous régalerez. Vous connaissez votre menu de ce midi, chers auditeurs. Merci beaucoup Gilles Lartigot d'avoir été avec nous. Merci Maëlys Clausel d'avoir mené cet entretien avec moi. Et puis on vous retrouve bientôt. Bon appétit.